Paris Direct, la suite, c'est tout de suite. On va plus loin dans un instant avec Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Qui titre toujours ce mois-ci sur les putschs en Afrique. Les militaires ne sont pas la solution, écrivez-vous dans votre éditorial, à découvrir donc dans ce numéro d'Afrique Magazine du mois de juin. Au sommaire, aujourd'hui, sécurité renforcée en région parisienne et dans toute la France en prévision d'une nouvelle nuit d'émeutes. Gérald Darmanin annonce des renforts policiers alors que les bus et les tramways sont suspendus cette nuit dans toute l'Île-de-France. Les communes de Clamart et Compiègne imposent même un couvre-feu nocturne jusqu'à lundi. Le policier auteur du coup de feu mortel lui est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le ministre de l'Intérieur l'a aussi suspendu de ses fonctions. C'est tout de suite, on va plus loin. Comment vont se dérouler les prochaines heures? 40 000 policiers sont déployés sur tout le territoire. C'est 4 fois plus que la nuit dernière, dont 5 000 à Paris et sa proche banlieue. Objectif, éviter que ne se reproduisent les scènes d'émeutes urbaines observées depuis 2 jours. Pas plus tard que cet après-midi, la marche blanche en hommage à Naël, le jeune homme tué mardi par un policier, s'est achevée dans des heures devant la préfecture de Nanterre. Les images. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel d'une mère. Elle ouvre la marche en direction de la préfecture de Nanterre, entourée d'une foule scandant les mêmes slogans. Parmi les participants, des habitants du quartier populaire Pablo Picasso, dont est originaire la victime, mais aussi de toute la région parisienne. Une marche qui a débuté dans le calme, même si la colère des habitants du quartier reste intacte. J'ai peur pour mes 4 garçons. J'ai peur pour la suite, comment ça va se passer. J'aimerais bien que ça s'arrête et que ça n'arrive plus, en fait, parce que c'est pas possible de mourir comme ça gratuit. J'ai confiance en la police pour plein de choses, mais là, il y a une recrudescence de morts qui est inutile et qui n'a pas lieu d'être. On doit être en sécurité dans notre pays, on a le droit à cette sécurité aussi, on paye nos impôts, on a le droit d'être là. Des heurts ont éclaté en fin de cortège à l'arrivée devant la préfecture des Hauts-de-Seine. La police évoque 6 000 participants, dont 1 000 perturbateurs. Après 2 nuits de violences urbaines qui, depuis mercredi, se sont étendues à d'autres quartiers de région parisienne, 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce jeudi soir, dont 5 000 à Paris. Des incidents qui font craindre une nouvelle soirée sous tension. En Île-de-France, les bus et les tramways s'arrêteront à 21 h. Et les hommes de la BRI, cette unité d'élite de la police judiciaire, ont même été envoyés sur place en renfort à Nanterre, où l'on retrouve pour France 24 en direct David Gilbert. David, on est la situation ce soir? Écoutez, je me trouve à quelques mètres du parvis de la préfecture de Nanterre, où d'ailleurs, vous l'avez dit, avait éclaté tout à l'heure en fin de marche. Il reste quelques dizaines de jeunes qui sont là, prêts en découte, qui crient en direction des forces de l'ordre qui se trouvent entre le parvis et la cité Pablo Picasso, là où se trouve un parc, le parc André Malraux, où quelques affrontements à l'intérieur se dérouleraient depuis maintenant 3 ou 4 heures. On voit des incendies au loin, on a vu une grande colonne de fumée noire s'élever plus tôt dans la journée. Et puis il y a quelques minutes, on a entendu des premiers tirs de mortier, ce qui n'était pas le cas depuis qu'on était arrivé sur place. La région Île-de-France et la RATP ont décidé de concert d'interrompre le service des bus et des trams d'ici une demi-heure, maintenant à 21 h. Ça provoque quel type de réaction? Écoutez, il y a des personnes avec qui j'ai pu parler qui se retrouvent un peu bloquées finalement ici, mais qui de toute façon étaient là pour rester jusqu'au bout, en tout cas rester pour soutenir le mouvement face aux violences policières. Donc effectivement, il va y avoir un problème logistique pour pas mal de monde. Mais là, les gens qui sont sur le parvis actuellement n'ont pas vraiment cette préoccupation en tête pour l'instant. Après, le calme il y a un certain calme, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu voir hier soir. Mais il faut dire que la nuit est encore loin d'être tombée, que dans le quartier Pablo Picasso qu'on a pu traverser un peu plus tôt, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de jeunes, pas mal de jeunes masqués, et on peut penser que la situation risque à nouveau de dégénérer un peu plus tard. Merci David Gilbert pour France 24 à Nanterre. Alors à cela s'ajoutent des décisions d'élus, les mairies de Clamart et Compiègne qui annoncent un couvre-feu jusqu'à lundi matin. Ziad Limam, comment qualifieriez-vous la situation ce soir en région parisienne et dans le reste de la France? Je la qualifierais d'extrêmement tendue parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va évoluer. Visiblement, on est toujours dans une phase à la fois
de colère d'une partie de ces jeunes et de ces habitants, d'émotions généralisées, d'une grande confusion politique aussi à tous les étages, c'est-à-dire que entre les gens qui essayent de trouver des justifications à la mort d'un gosse de 17 ans et ceux qui allument la braise de l'autre côté pour dire révolution, renversement du régime, dictature, etc. Donc moi, ça me frappe beaucoup que dans ce moment qui devrait être un moment où chacun réfléchit bien à ce qu'il fait et à ce qu'il dit, et à ce qui s'est passé, c'est-à-dire la mort d'un jeune homme de 17 ans tué par un policier. En fait, on assiste à une espèce d'étalement d'opinions, d'invectives, chacun accusant l'autre de ne pas être suffisamment français ou pas assez français, ou ceci ou ça. Et je trouve ça assez consternant. Et je pense qu'une partie du climat de l'émeute, parce que c'est quand même des émeutes, c'est lié à cette confusion politique et c'est lié aussi au fait que cette affaire a été filmée. Et je pense que si on prend des repères comme l'affaire Patterson aux États-Unis, le fait qu'il y a une vidéo qui est assez explicite, qui est assez claire sur les responsabilités des uns et des autres, etc., ça change tout. Et donc c'est visible par tout le monde, ça circule sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui explique aussi peut-être que le gouvernement a pris une position assez tranchée dès le début, qui n'était pas en faveur du policier, et donc à la pression des syndicats policiers. En même temps, on a un procureur qui a mis un peu d'ordre dans la séquence en expliquant assez posément ce qui s'est passé entre le moment où la voiture a été prise en chasse, etc. Donc, franchement, je suis étonné par le fait que, d'une manière générale, les politiciens de droite et de gauche ne prennent pas le temps de respirer et de réfléchir au lieu d'allumer les braises à tous les étages. On va évoquer dans un instant le point où en est l'enquête concrètement, mais effectivement instruit des émeutes Black Lives Matter qui avaient suivi la mort de George Floyd, filmé à l'époque aux États-Unis, on s'en souvient, en sortie de confinement, ce qui avait peut-être aussi ajouté à l'excitation ambiante. Bruno Darroux, est-ce que là aussi effectivement il y a une responsabilité, en tout cas est-ce que le climat politique pèse sur ce qu'on observe? On sait la droite et l'extrême droite par exemple réclament la mise en œuvre de l'état d'urgence dans les communes aujourd'hui visées par ces violences. Une responsabilité, en tout cas moi je suis plutôt d'accord avec Ziad, je trouve franchement que oui voilà, à gauche et à droite, chacun est dans sa posture habituelle, sans ni beaucoup d'imagination, ni beaucoup de nuances, ni une réelle volonté de poser les problèmes. Dieu sait qu'il y en a quand même, il y a un problème de confiance dans ces quartiers entre la police et une bonne partie de ces jeunes, parce que sinon si on regarde tous les sondages, moi j'ai regardé ça un peu tout à l'heure, de niveau de confiance de la population dans son ensemble envers la police, la France n'est pas si mal placée que ça en fait par rapport à d'autres pays comparables. On oscille entre 65 et 80% de confiance de l'ensemble de la population française envers la police. On voyait déjà la dame qui témoignait, qui manifestait dans le cadre de la marche blanche cet après-midi, et tout en disant « moi j'ai confiance en ma police ». Au sens large. Au sens large, voilà. Oui. Mais après, il ne faut pas nier non plus, parce que d'ailleurs, tout à l'heure, je regardais la BBC qui disait que la situation était très tendue dans la French capital. Non, en fait, la situation n'est pas tendue dans Paris, la capitale. Oui. Voilà, donc le problème, c'est qu'il y a une situation extrêmement tendue dans ces fameux quartiers qui se sont embrasés très vite, et avec une violence, selon certains responsables policiers, beaucoup plus vive qu'en 2005. Par exemple, j'entendais un responsable qui expliquait qu'en 2005, il avait fallu plusieurs jours pour que ça s'étende à l'ensemble du pays. Là, au bout de la deuxième nuit, il y a Paris, mais il y a aussi Lyon, il y a Toulouse. Enfin, voilà, ça s'est répandu quand même très vite, et avec une ampleur, disaient ces responsables policiers, en termes de climat insurrectionnel qui était supérieur à 2005. Oui, on voit ces mortiers d'artifice, ça vous a surpris ? Je ne suis pas totalement persuadé par le comparatif avec ce qui s'est passé aux États-Unis, Black Lives Matter en 2020. C'est-à-dire que je pense que la situation française a des spécificités quand même, et la situation aux États-Unis a des spécificités à la fois voilà, dans les relations entre la police et ces minorités. Après, moi, je trouve qu'il y a des choses
qu'on ne dit pas vraiment justement dans ce climat un peu hystérisé, c'est-à-dire que oui, quand on est fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils d'immigrants africains, maghrébins, etc., on est plus exposé quand même à parfois une forme de brutalité policière que quand on est français à 100%, entre guillemets, évidemment, je mets évidemment cette expression entre guillemets, ce sont des choses que l'on sait. Oui, la confiance dans ces quartiers entre une partie de la population et la police est quand même très défaite depuis 20 à 25 ans. Il y a un problème dans ces quartiers. Voilà, donc je trouve que ce sont des choses on les entend, mais on les entend assez peu comparées aux postures des uns qui réclament l'état d'urgence et des autres qui disent que la police est là pour tuer les citoyens, quoi. Alors, à l'origine de ces émeutes, on l'a dit, il y a donc la mort d'un adolescent, mardi, Naël, au volant d'une voiture. Il se trouve avec 2 autres jeunes à bord. Les images de l'interpellation du véhicule, puis du tir à bout portant d'un des fonctionnaires de police sont à l'origine de ce mouvement de colère. Le policier auteur du coup de feu mortel a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le point sur l'enquête avec Léo Péchard. Après 48 heures de garde à vue, le policier auteur du tir a été mis en examen pour homicide volontaire avant d'être placé en détention provisoire. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. En garde à vue, le policier explique son geste. S'il a tiré à bout portant sur le jeune Naël ce mardi matin, c'est parce qu'il craignait pour sa vie et celle de son collègue. Une version qui n'a pas convaincu le parquet. Gérald Darmanin a annoncé la suspension du fonctionnaire. J'ai demandé au préfet de police, puisque le procureur de la République a communiqué, de suspendre administrativement le policier qui est en cause par cette affaire judiciaire. Mais je veux aussi dire qu'il a le droit, évidemment, comme tous les agents de la police nationale, comme tous les Français, à la présomption d'innocence. Concernant les 2 passagers de la voiture conduite par la victime, l'un a été arrêté immédiatement, comme on le voit sur cette vidéo, avant d'être relâché sous le statut de témoin. L'autre est toujours en fuite. L'un des points clés de l'enquête, ce sont ces quelques mots dans la vidéo que nous ne parvenons pas à comprendre en intégralité, juste avant le tir. Qui les a prononcés? S'agit-il d'une menace de tir ou de balle dans la tête? Seule une partie des propos ont été reconnus par l'un des 2 fonctionnaires lors d'une confrontation. En l'état des investigations, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme à feu ne sont pas réunies. Voilà ce qu'indiquait le procureur de la République de Nanterre plus tôt dans la journée. Il est normal, Ziad, dans ces conditions, que Gérald Darmanin suspende le fonctionnaire de police. Encore une fois, il y a un film. C'est-à-dire que depuis 2 ans, depuis la fameuse loi de février 2017, dont on va parler peut-être, qui a élargi les possibilités d'utiliser les armes à feu, en particulier dans les refus d'obtempérer. Loi qui a été votée sous François Hollande, il faut le rappeler aussi. C'est la loi Cazeneuve. Loi Cazeneuve. Dans un contexte terroriste. Dans un contexte terroriste, poussé probablement aussi par les syndicats policiers. S'il n'y avait pas eu de film, on serait dans le doute. Et il y a l'affaire Chouvia, il y a l'affaire Traoré, il y a plein d'affaires. Il y a eu 12, je crois, le chiffre exact, c'est 12 ou 13 tirs depuis cette loi, et comparaison avec l'Allemagne, 1. Bon, ok, donc je me dis qu'il y a peut-être un souci. Donc je pense que sans la vidéo, il y a une polémique qui va s'embourber dans il y a pas, etc. Donc là, il y a une vidéo. La deuxième chose, comme tu le disais, c'est qu'il y a une situation inflammable dans les quartiers qui s'aggrave d'année en année au lieu de s'améliorer d'année en année. Et donc ces ceintures dites cités, dites populaires, dites etc., qui sont peuplées quand même à 70-80% de gens d'origine de première, deuxième, troisième génération d'émigration, qui n'ont pas forcément accès à l'emploi, qui sont au-delà du périph', comme on dit à Paris, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la ville. On parlait de Paris ce soir, qui est relativement... en venant ici, c'est relativement tranquille. Donc, tout ça, ça se coalise. Et, encore une fois, il y a des gens qui mettent le feu, qui allument les allumettes. Quand on voit des gens tout à fait respectables à la droite de l'échiquier et à l'extrême droite dire c'est presque normal de lui tirer dessus, qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qu'ils attendent de la réaction
de ces quartiers. Et quand on voit des gens d'extrême gauche qui parlent de dictature, d'assassinat, de trucs, qu'est-ce qu'ils attendent comme réaction de ces quartiers? Donc c'est franchement, là, je pense que... Une forme d'irresponsabilité. Il y a une forme d'irresponsabilité. Après, moi, il y a un autre peut-être constat plus personnel que je fais, c'est que je trouve qu'en France, on s'habitue à l'extrême violence. Sur les dernières années, ça va des gilets jaunes aux manifestations contre la loi travail sous Hollande, la loi sur les retraites, etc. Dans l'expression politique, vous voulez on dire. est facilement dans la violence avec des épitomes comme celui-ci. Ouais. Et j'y regarde autour de moi quand même dans notre environnement européen. Je trouve que quand même on est un pays qui devient violent. Parce que peut-être les inégalités sont mal vécues, peut-être que le dialogue politique est au point mort, peut-être que l'autorité de l'État est peut-être trop faible, je ne sais pas, mais c'est très intriguant. Ce que dit quand même la loi de 2017 qui prévoit effectivement l'engagement, l'usage d'armes à feu par des policiers, comme d'ailleurs pour les gendarmes et les militaires. Sauf qu'il n'y a pas eu d'incident avec les gendarmes. Pour lesquels avec nécessité. Oui, sauf qu'il n'y a pas eu. C'est juste. Alors ce qu'elle dit. Avec stricte nécessité et proportionnalité. Pardon Bruno. Ils peuvent faire usage de leur arme à feu lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Oui. Alors, ce que dit le policier, c'est qu'il craignait pour sa vie. Oui, alors déjà, il y a un flou dans la loi, dans l'énoncé même de la loi. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'au début du texte, il est dit que cet élargissement en fait, de l'usage des armes à feu par la police doit se faire dans un cadre de stricte nécessité et stricte proportionnalité, ce qui est la devise républicaine en quelque sorte pour l'usage des armes par ceux qui ont l'usage de la violence légitime, comme on dit. Mais il y a un flou, notamment dans ce que vous avez dit sur le fait susceptible. C'est-à-dire que c'est à l'agent. À laisser à son appréciation. On lui met une énorme responsabilité. C'est-à-dire que l'agent doit estimer que ce véhicule... C'est d'ailleurs un argument qui est employé par les avocats de l'agent incriminé là. En gros, la défense, un des aspects de la défense, c'est de dire il a estimé que ce jeune homme, donc qui malheureusement est décédé, en fait, risquait, s'il continuait à conduire comme ça, sans permis de conduire, voilà, de mettre en danger la vie d'autrui. Voilà. Donc, il doit... Non, mais en fait, c'est quand même très, très dur à apprécier, puisqu'en fait, il avait été repéré déjà conduisant... Il avait failli, semble-t-il, renverser un cycliste voilà. et un ou des passants. Mais le porte-parole du ministère de l'Intérieur a très bien expliqué, il a dit... qu'il soit, enfin, je veux dire, de là à lui coller une balle dans la tête, ce qui s'est visiblement passé. Bien sûr, mais c'est ce que plaide aujourd'hui voilà. C'est là que le problème se pose. Ben oui, mais justement, on discute de cette loi qui permet l'usage des armes. Alors, est-ce la loi qui est mal faite? Voilà, c'est la question. Ça pose la question de la loi. Elle va certainement être rediscutée parce qu'elle est trop floue et elle fait peser, moi je trouve, dans des circonstances où il faut prendre des décisions aussi très vite. C'est vraiment pas pour excuser quiconque, mais bon, elle fait peser sur un agent qui est placé dans une situation comme ça une responsabilité énorme qu'il doit prendre en quelques secondes. Oui. Quoi. Bon, après, comme l'a dit Ziad, les réseaux sociaux ont joué leur rôle dans cette affaire, beaucoup plus sans doute qu'en 2005. Il y en avait pratiquement peu ou pas. Ouais, il y en avait très peu, c'était vraiment le tout début. Et donc, voilà, il y a ce film qui montre là que... parce que les avocats du policier ont dit aussi qu'ils se sentaient menacés, que le véhicule allait... Non, mais même, voilà. C'est ça, que le véhicule roulait sur lui, en fait. Oui, on voit bien sur l'image qu'il est sur le côté. Ce qui, d'ailleurs... Vous voyez, cette vidéo est effectivement extrêmement importante, parce que ce qui, d'ailleurs, n'a fait que aggraver la colère des gens. Parce qu'en plus, dans la première version, il y avait un mensonge. Voilà. C'est-à-dire, il y avait un faux en écriture. D'ailleurs, il y a la deuxième plainte et pour faux en écriture. Pour l'autre policier, je crois, qui est celui qui a témoigné pour les deux. Les syndicats de police, unanimes, ont reproché hier au pouvoir d'avoir enfreint la présomption d'innocence. Les mots d'Emmanuel Macron qui parle d'un acte inexplicable et inexcusable, le pouvoir a-t-il trouvé cette fois les mots justes, Ziad, pour apaiser? En tout cas, ils n'ont pas apaisé les syndicats de police, y compris la CFDT Police. Oui, les seuls qui ont été relativement... à l'écoute, c'était la CGT Police, qui n'est pas le syndicat le plus représentatif des forces de police. Mais là aussi, on commence à rentrer dans des territoires explosifs. C'est-à-dire, si vous dites « j'ai un problème avec la police en France », c'est une discussion, mais qui est infaisable. C'est-à-dire que, oui, mais l'état de droit... Non, il y a visiblement...
c'est passé un peu vite dans notre discussion de tout à l'heure. Cette loi, par exemple, qui est applicable aux gendarmes, il n'y a pas eu de bavure chez les gendarmes. Et visiblement, les gendarmes ont une formation et une expertise qui est beaucoup plus travaillée. Les gendarmes, ils n'interviennent pas dans les mêmes territoires. Oui, mais vous savez, en province, quand on fait des arrêts de voiture, c'est quand même pas si simple que ça. Sur les refus d'obtempérer, Bon, disons qu'il n'y a pas eu d'incident. Certains quotidiens parisiens parlent aujourd'hui d'un réel problème de formation de la police en France, qui porte des armes à feu. Sur Twitter, qui n'est pas une référence, on est bien d'accord, mais qui est quand même un indicateur des sensations, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné en disant qu'ils ont peur d'être contrôlés. Donc c'est qu'un banal contrôle peut dégénérer. C'est pour ça que le lien avec les États-Unis commence à être parlant. C'est parce qu'aux États-Unis, un banal contrôle peut dégénérer. Si vous n'êtes pas de la bonne couleur, si vous n'êtes pas du bon quartier. Et c'est le ressenti de ces gamins qui vient en plus de l'exclusion sociale, de l'exclusion économique, de l'ambiance un peu générale entre l'islamophobie, entre le fait qu'ils ne sont pas vraiment français. Tout ça crée quelque chose qui explose régulièrement et qu'on repousse ensuite dans les tiroirs en attendant qu'un autre incident ou un autre drame... En fait, c'est ça qui est assez dramatique aussi pour le coup, c'est que effectivement on n'arrive pas à avoir un débat sur un. Donc là, vu l'urgence de la situation, il y a un dispositif policier très fort qui est déployé ce soir. Il n'y a pas encore l'état d'urgence et espérons qu'on n'en arrivera pas là. En 2005, on l'avait eu pendant un mois. Oui. Mais je ne sais pas si on l'avait eu dès le début, honnêtement, parce que ça avait... voilà, mais le débat à la fois les dysfonctionnements de la police. Par exemple, on aurait pu imaginer que les responsables de la police, parce qu'après tout, la police a des missions et des valeurs, disent, quand un agent se comporte comme ça, il faut le condamner. Oui. Pourquoi, en quoi se déshonore-t-on quand on est un responsable? Ou en tous les cas, attendre l'enquête, ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats. Voilà. Le préfet Laurent Nunez, quand même très tôt, a dit il y a quelque chose dans cette procédure qui ne convient pas. Oui, voilà. Non, même le porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'est de la vidéo. Oui. Et puis reposer le débat de ces quartiers. Ça fait 40 ans en France qu'on en parle. Il y a eu des plans banlieues, il y a eu des milliards investis, etc. Il y a des choses aussi par ailleurs qu'il ne faut pas avoir peur de dire. Ce sont des quartiers, par certains côtés, qui sont gangrénés par l'économie de la drogue. Et donc ça induit tout un tas de conséquences. Du clientélisme électoral aussi. Hein. Non, mais à droite comme à gauche. Du clientélisme électoral. Je veux dire, voilà, il y a tout un tas de problèmes, mais on n'arrive pas à poser le débat. Donc, on va là assurer, d'un point de vue sécuritaire, le fait que on espère que ça va se calmer. Et puis après, on va remettre le couvercle sur la cocotte minute. Mais la cocotte minute, elle va continuer. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait une énorme erreur en jetant aux oubliettes le plan que lui proposait Jean-Louis Borloo au début de son quinquennat? Je crois qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur le format, sur le financement. Je ne sais pas. Ça remonte un petit peu. Ça remonte un peu loin. Et puis, je ne pense pas que le plan Borloo avait la baguette magique pour régler, parce que c'est pas que Paris. On l'a dit, Lyon, Toulouse, etc. Toutes ces grandes villes, y compris des villes moyennes, ont ces ceintures-là. Et ça s'est aggravé par la démexisation. C'est-à-dire que les gens qui étaient des classes urbaines moyennes ont quitté ces quartiers pour venir se rapprocher des centres-villes, et donc sont restés dans les quartiers les gens les plus fragiles, qui sont à la merci, effectivement, aussi, de ces mafias de la drogue. Mais en fait, ces mafias de la drogue, elles prospèrent aussi parce que c'est des quartiers où le taux de chômage est très élevé, donc où les jeunes n'ont pas d'emploi, donc c'est un moyen de se faire de l'argent. Enfin, qui dit drogue dit trafic d'armes aussi, parce qu'on a vu des mortiers d'artifice. Est-ce que vous craignez là aussi une radicalisation du mouvement? Oui, alors d'ailleurs, c'est aussi par les armes qu'on voit circuler. Franchement, je suis pas spécialiste, mais effectivement, notamment sur l'attaque, qui a finalement raté contre la prison de Fresnes, ce qui était quand même assez incroyable. Un des responsables de la prison a dit, on avait l'impression que l'attaque était pensée et organisée avec des mortiers, et tout ça a été relayé. Enfin, logistique. Voilà, il y avait une logistique derrière, une organisation. Voilà, qui pose la question du trafic d'armes. Dans ces affaires, il y a un enchevêtrement de situation et de crise. Alors c'est vrai que quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est insoluble, parce qu'il y a le cas particulier de Naël, le cas particulier du policier qui tire alors qu'il ne devrait pas tirer parce qu'il y a 3 gosses dans la voiture, et il suffit de se dire que c'est 3 gosses et que ça peut se régler. Il y a le fait qu'il y a une loi qui est dysfonctionnelle et qui ouvre un champ qui est
qui est trop large. Il y a la question des quartiers, mais la question des quartiers est très complexe entre les quartiers. Par exemple, les destructions, ça touche des gens à Nanterre qui sont pas sont pas des. Enfin, c'est les classes moyennes de Nanterre. Moi, j'ai un petit bout de famille à Nanterre. Une partie de Nanterre est une ville suburbaine presque à l'américaine, commerce, supermarché, etc. Oui. Et puis il y a ces enclaves comme la cité Picasso, qui par ailleurs, selon les études de police, alimente aussi le trafic de drogue vers la Défense, vers Suresnes, vers tous les quartiers chics de l'Ouest parisien qui sont consommateurs. Donc c'est très difficile et il faut en revenir à des principes très simples dans ces histoires-là pour s'en sortir. Il fallait pas tuer ce garçon qui aurait pu avoir une vie, qui aurait pu être sauvé peut-être, qui aurait pu devenir quelqu'un ou pas, j'en sais rien. C'est pas parce qu'il avait un relatif passif. Parce qu'il a un relatif passif. C'est pas parce qu'il se comportait comme un danger public dans cette voiture que ça donnait l'autorisation à la force publique. Oublions ce policier pour le moment. À la force publique qui est censée mettre de l'ordre dans le système, elle n'avait pas à le tuer. Et c'est deux débats différents. Les quartiers, les banlieues, le cas de Naël lui-même, est-ce que c'était un garçon bien ou est-ce que c'était un semi-délinquant? Et l'usage de la force. En démocratie, l'usage de la force doit être totalement encadré. Sauf que ça devient maintenant, par la force des choses, un problème de banlieue. Complètement séparés, je suis d'accord, mais qui ont qui s'entremêlent à la fin. Qui ont des ramifications. Parce que le fait qu'un fait divers tragique comme celui-là prenne, les conséquences que l'on voit... et prennent cette ampleur. Merci beaucoup en tout cas, Ziad Limam, Bruno Darou. C'était, oui, c'est déjà fini. C'était On va plus loin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal.